Le 20 juin 2016, au Forum économique de Saint-Pétersbourg, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, a annoncé que sa pire erreur fut de créer le géant chinois du e-commerce, un empire pourtant aujourd'hui valorisé à plus de 210 milliards de dollars. Quelques mois plus tard, Markus Persson, le concepteur du jeu vidéo le plus vendu de l'histoire, Minecraft, devenu milliardaire après avoir cédé sa licence à Microsoft, annonçait sur Twitter être en profonde dépression et ne s'être jamais senti aussi seul. Ou encore Daniel Ek, le Suédois fondateur de Spotify, dont la fortune s'élève à plus de 5 milliards de dollars, est connu pour avoir fait plusieurs dépressions depuis qu'il est très riche. Le club des milliardaires malheureux est plus fourni qu'on ne l'imagine. Mais comment peut-on être si riche et en même temps si malheureux ? Ce paradoxe, il a un nom. C'est le paradoxe d'Easterline, du nom de l'économiste américain qui l'a mis en évidence. Des décennies de chercheurs et d'études se sont succédés pour répondre à la question du lien entre argent et bonheur. Seulement 3 y ont apporté une réponse claire. Alors, est-ce que l'argent fait le bonheur ? L'étude des 75 000 dollars. On a tous déjà entendu parler de cette étude qui explique que le niveau de bonheur augmente avec les revenus, mais jusqu'à un certain point seulement. Cette étude, elle a été réalisée en 2010 par Daniel Kahneman et Angus Deaton auprès de 450 000 Américains. Dans cette étude, on distingue 2 types de bonheur. Le bonheur du quotidien, qu'on peut comparer à de l'humeur, et le bonheur profond, qu'on peut comparer à la satisfaction que vous ressentez vis-à-vis de votre vie. Avec les revenus qui augmentent, l'étude a montré que le bonheur du quotidien augmentait aussi, mais seulement jusqu'à 75 000 dollars ou 110 000 dollars ajustés de l'inflation aujourd'hui. Au-delà, le niveau de bonheur relevé se stabilisait. Ce qui permettait au bonheur de continuer à progresser, c'était la qualité des relations, la santé et le temps libre, mais pas l'argent. Si on compare ce niveau de revenu au pouvoir d'achat d'un Français, ces 110 000 dollars correspondent à un salaire d'environ 4 000 euros par mois. Avec 4 000 euros par mois, vous pouvez payer vos factures, vous pouvez aller au restaurant de temps en temps, offrir des cadeaux à vos enfants et même partir en voyage quelques fois dans l'année. Une vie plutôt satisfaisante pour beaucoup de Français. En synthèse, on pense que gagner plus nous rendra plus heureux. C'est vrai, jusqu'à un certain point. Cette étude, elle peut être rassurante, surtout pour les plus petits revenus. Mais soyons clairs, elle fait jaser. Qui pense honnêtement que gagner plus de 4 000 euros par mois ne le rendrait pas plus heureux ? Ce niveau de richesse, on s'y habitue rapidement. Ce niveau de vie devient notre nouvelle norme et elle ne nous apporte plus la satisfaction qu'elle a pu nous apporter un jour. C'est le principe de l'adaptation hédonique théorisé par 2 psychologues, Brickman et Campbell, en 1971. L'adaptation hédonique, c'est la tendance qu'ont les êtres humains à revenir rapidement à un niveau de bonheur stable, en dépit des événements positifs ou négatifs qui impactent notre vie. Aucun bonheur, aussi intense soit-il, ne dure éternellement. Pire que ça, si vous avez augmenté vos dépenses après une hausse de revenus, que votre loyer a augmenté, que vous avez une voiture qui coûte plus cher à entretenir, eh bien la peur de retomber au niveau précédent augmente drastiquement. Intuitivement, on pense alors que votre niveau de stress augmenterait. Mais est-ce que les études valident cette intuition ? On y répond dans un instant. Donc finalement, cette étude, elle ne fait pas l'unanimité. Pourtant, elle a établi un consensus sur ce fameux plateau de bonheur pendant plus de 10 ans. Après quoi, une étude est venue rebattre les cartes. L'étude de Killingsworth. En 2021, Matthew Killingsworth était en désaccord avec les travaux de Kahneman et Deaton. Alors, il a réalisé sa propre étude. Plus de 34 000 Américains ont été suivis et plus d'1,7 million de données ont été analysées pour évaluer la relation entre le niveau de revenu, le bonheur et le niveau de satisfaction vis-à-vis de votre vie. L'étude était bien plus poussée que celle de 2010, avec le revenu des participants allant de 2 000 dollars à plusieurs millions. Et les résultats vont à l'encontre de ceux de l'étude de 2010. Le niveau de bonheur comme de satisfaction est corrélé au logarithme du revenu. Le logarithme, c'est quoi ? C'est cette courbe. Ça signifie que oui, le niveau de bonheur et de satisfaction augmente avec le revenu, sans plateau, mais que plus le revenu augmente, moins importante est l'augmentation du bonheur et de la satisfaction. En clair, la différence de bonheur entre quelqu'un qui gagne 20 000 dollars et quelqu'un qui gagne 60 000 dollars est la même qu'entre quelqu'un qui gagne 60 000 dollars et quelqu'un qui gagne 180 000 dollars. Et c'est logique. Au début, le moindre euro supplémentaire vous permet de mieux couvrir des besoins de base, comme le logement ou la nourriture. Mais avec la hausse du revenu, vous couvrez des besoins moins essentiels et qui coûtent de plus en plus cher. En tout cas, aucun plateau à 75 000 dollars ou même 110 000 dollars n'a été observé. Plus le revenu est important, plus le niveau de satisfaction et de bonheur est élevé. Point barre. Alors on pourrait se dire qu'un niveau de revenu plus élevé est aussi corrélé à plus de stress, de responsabilité, d'anxiété. C'est la fameuse intuition dont on a parlé plus tôt. Eh bien, même pas. Cette étude, elle a aussi mesuré le niveau d'émotions négatives ressenties en fonction du niveau de revenu. Et les résultats sont encore une fois très clairs. Plus votre revenu augmente, plus vous ressentez d'émotions positives et moins vous ressentez d'émotions négatives.
Killingsworth explique ces résultats par le contrôle plus important qu'ont les riches sur leur vie. Plus d'argent égale plus de liberté pour vivre la vie que vous voulez. Vous pouvez embaucher des aides ménagères, des nounous, des cuisiniers privés. Donc oui, avoir plus d'argent augmentera probablement votre niveau de bonheur sans contrepartie. Mais cette conclusion, qui est finalement opposée à celle de Kahneman, elle ne satisfait pas tout le monde. Pourquoi dans ce cas est-ce qu'il existe des personnes extrêmement riches et très malheureuses ? Pourquoi certaines personnes sans le sou, à l'inverse, sont très heureuses et leur donner plus d'argent ne les rendrait pas plus heureuses, voire même le contraire ? Lorsque deux études se contredisent, il n'y a pas d'autre option que d'en réaliser une troisième. Et pour que chaque protagoniste de notre histoire puisse avoir son mot, cette dernière étude a été réalisée conjointement par Kahneman, Killingsworth et une troisième personne, l'étude de Barbara Mellers. 2 ans après l'étude de Killingsworth, qui bouleversait les conclusions de Kahneman, les deux hommes se sont alliés à la professeure Barbara Mellers, qui devait servir d'arbitre. C'est ainsi qu'en mars 2023, l'étude Income and Emotional Wellbeing, A Conflict Resolved est publiée. Elle vient réconcilier les deux études précédentes en les précisant et en ajustant leurs conclusions. L'impact du revenu sur le niveau de bonheur dépend en réalité principalement du niveau de bonheur de base de l'individu analysé. En clair, vous pouvez être riche ou pauvre, si vous êtes globalement malheureux dans votre vie, augmenter votre niveau de revenu vous rendra légèrement plus heureux jusqu'à atteindre un certain palier autour des 100 000 $. A l'inverse, si vous êtes quelqu'un avec un niveau de bonheur élevé, alors gagner plus d'argent augmentera encore une fois votre niveau de bonheur, même lorsque vous dépassez les 100 000 $. Mieux encore, si vous êtes quelqu'un de très heureux, l'augmentation de vos revenus impliquera une accélération de votre niveau de bonheur. En clair, le fameux plateau que Kahneman a observé, il était vrai pour les personnes les plus malheureuses de son étude. La juste conclusion de Kahneman aurait donc dû être « Le malheur diminue avec l'augmentation des revenus jusqu'à un certain palier autour des 100 000 $. Et la corrélation continue entre le bonheur et le niveau de revenu que Killingsworth a observé était vraie pour les personnes les plus heureuses. La juste conclusion de son étude aurait donc dû être « Si vous êtes malheureux et pauvre, gagner plus d'argent augmentera considérablement votre bonheur jusqu'à un certain palier. Si vous êtes heureux et pauvre, gagner plus d'argent n'augmentera que peu votre bonheur. » Et la conclusion est inversée pour les niveaux de revenus les plus élevés. Si vous êtes malheureux et riche, gagner plus d'argent n'augmentera que peu votre bonheur. Mais si vous êtes heureux et riche, gagner plus d'argent augmentera considérablement votre bonheur. On peut donc synthétiser les résultats de cette étude dans cette matrice. Comment être heureux ? Alors, si l'argent n'est qu'un facteur qui peut diminuer le malheur ou accélérer un bonheur déjà présent, comment être heureux ? Cette question, Robert Waldinger y a répondu dans mon TED Talk préféré, que je vous recommande fortement d'aller voir, What Makes a Good Life? Lessons from the Longest Study on Happiness. Qu'est-ce qui rend une vie bonne? Les leçons tirées de la plus longue étude sur le bonheur. Dans ce TED Talk, Robert présente les résultats d'une étude qui a suivi 750 particuliers pendant plus de 75 ans pour évaluer leur niveau de bonheur tout au long de leur vie. Ils ont suivi 2 catégories de personnes. Des jeunes étudiants, à Harvard, qui venaient de familles aisées et qui allaient probablement eux-mêmes devenir très riches. Et de l'autre côté, des jeunes du quartier le plus défavorisé de Boston. Est-ce que des jeunes de riches familles seraient globalement plus heureux que des jeunes défavorisés ? Et ils ont tiré 3 conclusions clés de cette étude. La première, c'est que le facteur numéro 1 de bonheur observé était la qualité des relations personnelles. Ceux qui entretenaient des relations fortes avec leurs amis, leur famille et leur communauté étaient significativement plus heureux, en meilleure santé et vivaient plus longtemps. Les personnes mariées, par exemple, vivent en moyenne 5 à 15 ans de plus que des célibataires. A l'inverse, les personnes plus isolées étaient plus malheureuses, en moins bonne santé et vivaient moins longtemps. Ce n'était pas la quantité des relations qui primait, mais la qualité. Évidemment, dans l'étude, les participants reconnaissaient que construire et maintenir des relations fortes était difficile et demandait du temps et de l'énergie. Mais qu'avec le recul, c'était la meilleure utilisation possible de leur temps et de leur énergie. La seconde conclusion de l'étude, c'est que le niveau de bonheur augmentait avec l'âge. Plus on vieillit, moins on donnera d'importance aux informations négatives et plus on se concentrera sur les informations positives. Donner plus d'importance aux informations négatives, c'est un mécanisme ancré dans notre génome depuis des millénaires qui permettait la survie de nos ancêtres. Mais en 2024, à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, ce mécanisme cause plus de dépression et d'anxiété chronique qu'autre chose. Enfin, la dernière découverte est celle qui m'a le plus marqué. Une fois qu'ils avaient 80 ans, on a demandé aux participants de l'étude ce dont ils étaient le plus fiers et ce qu'ils auraient voulu faire différemment. Tous les hommes ont dit qu'ils auraient voulu ne pas passer autant de temps à travailler et plus de temps avec ceux qu'ils aiment. Les femmes, elles, ont dit qu'elles auraient voulu ne pas autant se préoccuper de ce que les autres pensaient d'elles. Dans les deux cas, leur plus grande fierté résidait dans les relations qu'ils avaient créées en tant que parents, partenaires,
ami ou mentor. Donc si aujourd'hui votre objectif est un certain niveau de revenu ou de patrimoine, n'oubliez pas que la véritable richesse se trouve dans vos relations personnelles. Pour preuve, le milliardaire japonais Masayoshi Son a abandonné sa carrière aux États-Unis pour rentrer au Japon et tenir une promesse qu'il avait faite à sa mère. Sans cette promesse, on n'aurait probablement jamais connu un des plus grands fonds d'investissement au monde, SoftBank. Quelle était cette promesse ? Pour le savoir, vous pouvez cliquer sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt.